Voilà notre panel qui nous revient rapidement et nous avons un studio, ça arrive très souvent à la télévision. Donc pour ce sommet, nous avons Pierre-Marie Boisson, économiste haïtien qui est toujours à notre disposition pour analyser la situation en Haïti. Et nous allons également du côté de Montréal avec notre ami Thomas Lalim. Donc c'est le premier sommet virtuel nous, donc on a une possibilité pour être avec nous, peut-être qu'on n'a pas qu'à venir en Haïti, donc ça favorise la tâche. Donc, nous avons la possibilité d'ouvrir, de nous dire exactement qui sont pensés de Covid-19 là. On connaît quoi vivre au Canada qu'on y a, mais on suit ça qui passe en Haïti. Donc, on réponse qui a porté en Haïti et qui perspective. Donc, ta présentation. En fait, justement, merci Roro et bonjour tout le monde. Mon cap garder nous sur Facebook, sur les réseaux sociaux et puis c'est quand même, ça mérite d'être souligné que tout travail qu'on a fait pour question informatique, numérique en Haïti, hein, on peut dire aujourd'hui c'est comme une sorte de, comment on a dit là, c'est un conseil, c'est COVID-19 là permet nous réaliser, en fait montrer à quel niveau que numérique là, internet là, qu'a utile et à quel niveau que les dépanner nous tout de ça qui passe là. C'est numérique là qui permet le monde de fonctionner aujourd'hui. Hein? Et donc c'était heureusement tu gagné des pionniers que au même ont fait partie qui ont commencé à anticiper type de fonctionnement ça avant même que corona te vinn imposer lui. Je dis tout le monde qui te gagne retard par rapport à numérique là, il paye conséquences très chères aujourd'hui. Ça me devait partager avec nous. C'est un sujet assez osé, pour me dire très osé, qui inspire moi-même à partir de coronavirus là. Si ce n'est pas de coronavirus là, peut-être pas jamais penser à ce sujet ça. Le sujet ça en lui-même, c'est coronavirus là qui inspire. Comment? C'est parce que, et qui sujet d'abord pour les gens qui parlent écran, c'est la médecine traditionnelle, un facteur de développement économique. En fait, si on dit ça avant le coronavirus, on dit peut-être que c'est qui va gagner pour l'économie, qui dit que c'est aussi grave et aussi hasardeux. Et pourtant, à partir de coronavirus, moi, commence à sujet en vini, bon, il imposé dans le grand public là. À partir, je pense que tout le monde voit que une série de recettes qui a publié sur Facebook là, et ça qui commence à attirer l'attention, c'est que qu'il y avait des gens qui véhiculaient ces recettes là, et c'était des gens éduqués en fait. Et puis, plus que ça, c'était des gens qui étaient dans le domaine de la santé en fait, je dirais des infirmières et même des médecins. J'ai rencontré et j'ai discuté avec beaucoup de médecins qui pratiquent à la fois la médecine conventionnelle, qu'ils ont étudié à l'université, donc diplômés de l'université, et aussi la médecine traditionnelle. Donc, à un certain moment, je me demandais est-ce que c'était en fait que des rumeurs ou bien est-ce qu'au-delà de ce qu'on pourrait considérer comme rumeurs, il y aurait des hypothèses de recherche ou des pistes de recherche à explorer. En fait, c'est de là est venue la question. Et finalement, quand je commençais à regarder ce qui se fait à travers le monde en termes de médecine traditionnelle et ce qui a été fait et qui est en train d'être fait en Haïti aussi, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas de simples rumeurs, mais plutôt des pistes de recherche importantes au niveau sanitaire, au niveau de la santé, mais aussi des opportunités économiques énormes. Je vais vous donner certains détails un petit peu plus tard dans la présentation. Évidemment, je vais essayer de faire ça assez vite. Donc, juste pour commencer, pour fixer les idées, de quoi parlons-nous quand on parle de médecine traditionnelle? J'ai trouvé une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que la médecine traditionnelle, c'est la somme de toutes les connaissances, compétences et pratiques reposant sur les théories, les croyances et les expériences propres à différentes cultures, qu'elles soient explicables ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé ainsi que dans la prévention, le diagnostic,
l'amélioration ou le traitement de maladies physiques ou mentales. Et la médecine traditionnelle, selon l'OMS, englobe diverses pratiques, démarches, connaissances, croyances en matière de santé, dont les médicaments à base de plantes, animaux ou minéraux, les thérapies spirituelles, les techniques manuelles et exercices appliqués individuellement ou combinés pour maintenir le bien-être et traiter, diagnostiquer ou prévenir la maladie. En fait, ça, c'était juste pour vous donner une idée d'une des définitions adoptées par l'OMS. J'ai pris celle de l'OMS parce que l'OMS est quand même une organisation compétente, réputée internationalement en la matière. Donc, c'est pourquoi j'ai retenu cette définition-là. Ça, c'était juste pour vous dire de quoi on parle quand on parle généralement de médecine traditionnelle. Maintenant, la deuxième question que je me posais au début, c'était est-ce que c'est de pure affabulation ou je sais pas, de simples rumeurs ou des gens en fait, qui racontaient n'importe quoi? Eh bien, en essayant de répondre à cette question-là, en dépit de nombreux témoignages qui existent sur les réseaux sociaux présentement, je me suis rendu compte qu'il y a toute une littérature sur le sujet en Haïti. Il y en a encore plus à l'étranger, mais je considère ici seulement les recherches qui ont été effectuées en Haïti. Apparemment, la recherche, en fait, le texte le plus ancien, je ne peux pas l'affirmer, mais c'est ce que j'ai trouvé pour le moment, c'est un texte de Baker HD et Dardo qui est intitulé Flore d'Haïti. C'est un texte très important aussi pour la simple et bonne raison que ce travail-là a été supervisé par le service technique du département de l'agriculture et de l'enseignement professionnel en Haïti. Et le texte date de 1930. Il y a aussi ce texte-là qui est disponible. D'ailleurs, j'ai vu il y a des gens qui partagent la couverture de cet ouvrage-là sur les réseaux sociaux présentement en Haïti. C'est un texte de Pierre-Noël Arsène et de Timoléon Boutus qui est intitulé « Les plantes et les légumes d'Haïti qui guérissent, 1001 recettes pratiques ». Il y a 3 tomes de cet ouvrage-là. En fait, la première version a été publiée. En fait, le premier tome a été publié en 1950, le deuxième en 1960 et le troisième en 1966. Donc, pour vous dire que... Et il y a aussi, ça c'est quelqu'un en Haïti qui fait autorité en la matière, c'est Madame Marie-Lise Neptune-Rouzier. Si je ne me trompe pas, c'est la veuve de l'économiste Philippe Rouzier, qui est écrivaine, biologiste et ethnobotaniste, qui a enseigné à la faculté de médecine et de pharmacie pendant plusieurs années à l'Université d'État d'Haïti. Et elle a déjà publié Petit guide médicinal du jardin, en fait, avec apparemment la sponsorisation de la Banque mondiale en 1997. Plantes médicinales d'Haïti, description et usage et propriété, qui a été publié en 1998, mais réédité en 2014. La médecine familiale en Haïti, enquête ethnobotanique dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 2008. Il y a encore, ça c'est diabète et hypertension artérielle, remèdes familiaux dans la région de Port-au-Prince. En fait, l'idée ici, c'est que d'après les chercheurs sur le coronavirus, ils trouvent que les gens qui sont diabétiques et sont hypertendus sont les gens qui sont particulièrement vulnérables. Donc, l'idée ici, s'il y a des remèdes familiaux dans la région de Port-au-Prince pouvant faire face à ces 2 types de maladies qui rendent les gens très vulnérables au coronavirus, donc ça veut dire que ça peut aider les gens qui sont infectés par le coronavirus. Il y a Marie-Lise Rouzier a aussi publié un texte avec Lise Marie Desjans, je crois, qui était ancienne ministre en Haïti, et co-dirigeait un autre texte avec le docteur Nancy Larco. Il y a un autre docteur Bertoni Jean-Charles qui a publié aussi 3 tomes de santé et vitalité par les plantes médicinales, et le feu agronome François Sevrin,
c'est vrai, ancien ministre de l'Agriculture en Haïti, qui avait publié Plantes et pieds bois terre d'Haïti, qui donne certains usages aussi médicaux des plantes en Haïti. Il y a un texte de Jean-Claude Delbo, Société, culture et médecine populaire traditionnelle, et l'un des plus récents textes que j'ai trouvé aussi, c'est un texte de Madame Yannick Dandin, Médecine traditionnelle, approche globale et application en Haïti, 2004. Et aussi Médecine traditionnelle, les guérisseurs simples et atypiques du base antibonite, une étude dans l'unité communale de santé de Petite-Rivière, Verrette et La Chapelle. Donc, j'ai mis tout ça juste pour essayer d'expliquer aux gens que si tous ces gens-là ont fait des travaux assez avancés, un inventaire aussi large de ces plantes médicinales en Haïti, donc c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération, qu'on ne doit pas ignorer. Maintenant, est-ce de là à dire que ça pourrait jouer un rôle dans le développement économique d'un pays comme Haïti? Ce serait peut-être trop tôt pour le dire, mais en fait, la première chose que j'ai constatée, c'est que c'est un domaine qui est en pleine expansion à travers le monde. Ici à Montréal, il y a des magasins où je peux aller acheter des médicaments à base de plantes. Et je peux même consulter des praticiens, des gens qui sont dans le domaine. Et j'ai trouvé dans la stratégie de l'OMS 2014-2003 cette phrase qui dit que la médecine traditionnelle joue désormais un rôle non négligeable dans le développement économique d'un certain nombre de pays. Donc, c'est après avoir lu cette phrase-là, je me suis dit, j'avais une certaine préoccupation à mettre le titre que je partage avec vous aujourd'hui. Mais après avoir lu cette phrase dans la stratégie de l'OMS, je me suis fait une idée beaucoup plus large avec toute la documentation qui s'en est suivie, bien entendu. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un forum, en fait, qui était organisé par le ministère de la Santé publique en 2012, où le vice-recteur à la recherche, Fritz Desormes, à l'époque, avait participé. Et il avait fait une déclaration encore plus tranchante là-dessus. Je l'ai mis quelque part. Oui, il a dit, il est temps de nous rappeler qu'en plus de sa valeur thérapeutique, notre médecine traditionnelle peut constituer un levier pour la croissance économique, le développement social et l'enrichissement scientifique. Et qui sait, pour une contribution substantielle de notre économie à l'augmentation du stock de connaissances de l'humanité, à l'instar des médecines chinoises, indiennes, arabes et africaines. Là, je vous ai mis tout simplement une citation de l'actuel recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Desormes. Et il n'y a pas beaucoup de temps, je vais vous dire probablement que d'après ce que j'ai lu dans les actes du Forum sur la médecine traditionnelle qui a été organisé par le ministère des Finances, le ministère de la Santé publique en Haïti en mars 2012, qu'il y a présentement plus de 80% de la population qui utilise la médecine traditionnelle. Alors, si plus de 80% de la population utilise un produit ou, en fait, des produits dans un secteur donné d'activité, donc ça vous donne une idée très claire du potentiel que représente ce secteur-là pour la croissance économique, justement. Je vous ai mis tout un ensemble de pays à travers le monde, la Suisse, et je vous ai mis tout ce qui a été, en fait, quelques exemples de politiques publiques qui ont été mises en œuvre dans ces pays-là concernant la médecine traditionnelle. La présentation est sur le site, les gens peuvent regarder. À titre d'exemple, je peux citer la Suisse, où l'utilisation de la médecine traditionnelle est très répandue. La Chine, c'est peut-être le pays où on utilise la médecine traditionnelle beaucoup plus. Juste pour vous donner une idée aussi sur les chiffres que ce que ça peut générer. En Chine, déjà en 2012, en termes de revenus, c'était plus de 83 milliards de dollars de revenus provenant de la médecine traditionnelle.
la République de Corée, c'était en 2009 déjà 7,4 milliards de dollars. Aux États-Unis, en 2008, c'était plus de 4,8 milliards de dépenses directes des ménages consacrées à des produits naturels de médecine traditionnelle. En Australie, il y en a plein. Donc, l'idée maintenant, étant donné tout ça, on se demande, le Japon aussi, et là, je vous ai mis d'autres exemples, étant donné toute cette pratique-là, on se dit, et tout ce qui a été déjà fait en termes de recherche, on se dit pourquoi pas continuer sur cette lancée. Et continuer veut dire quoi? Tous ces livres-là, tous ces travaux de recherche que je vous ai mentionnés ont fait un inventaire formidable des plantes médicinales. Maintenant, une stratégie, il faudrait un programme de recherche sur l'efficacité de la médecine traditionnelle en Haïti. Donc déjà, il y a une bonne partie de l'inventaire qui a été déjà faite. Ce qui resterait à faire, c'est d'analyser les propriétés de ces plantes, disons pour continuer avec un argumentaire scientifique pour voir pourquoi les gens, plus de 80% de la population, utilisent un certain type de plantes pour certains types de problèmes et de maladies, essayer d'analyser les propriétés de ces plantes-là pour voir pourquoi ces plantes seraient efficaces pour traiter ces maladies-là. Et ensuite, essayer de proposer un dosage approprié parce qu'on est d'accord qu'il y a un problème de dosage qui est posé également. Maintenant, il y a aussi les enjeux. C'est peut-être là-dessus que je vais terminer pour ne pas rester trop longtemps. Les enjeux, par exemple, un des enjeux fondamentaux, ça pourrait être l'agriculture médicinale ou l'agriculture médicale, si vous voulez, où les gens peuvent s'intéresser à la culture d'un certain nombre de plantes médicinales. On a dit ces derniers jours-là, des plantes comme le gombo, kalalou, l'ascarobasro, on connaît comme kalalou gombo, le gingembre, l'aloe, le vrai nom apparemment qu'on utilise, c'est l'aloe vera. L'armoise, ça fait tout un débat présentement avec le président au Madagascar qui a bu publiquement son cocktail contre le coronavirus à base d'armoise qui existe en Haïti en grande quantité, d'après ce qu'on me dit. Donc, on pourrait... C'est un type d'agriculture que les gens peuvent pratiquer même dans les zones urbaines, en fait, dans la cour, dans votre cour, par exemple. Tout le monde peut pratiquer ça. Et ça peut rapporter en même temps que ça peut aider à guérir un certain nombre de maladies. Un meilleur accès aux soins de santé, on a vu, j'ai pas eu le temps de passer beaucoup de temps là-dessus, mais la médecine traditionnelle en Chine, presque tous les hôpitaux ont leur département de médecine traditionnelle. Diminution de dépenses d'achat en médicaments, on a même montré que dans certains cas, les médicaments à base de plantes étaient plus efficaces dans certains cas et contenaient moins d'effets secondaires aussi. Bon, évidemment, tout ça, c'est des chantiers de recherche à explorer en Haïti. Et il y a aussi un marché mondial comme le thé. Ici, partout, on peut se procurer des différents types de thé, notamment des thés chinois. Et ça pourrait participer probablement à la diminution des médicaments si on peut arriver à évidemment envisager des médicaments pour des maladies alors qu'on sait que la médecine conventionnelle n'arrive pas à traiter vraiment. Par exemple, à Cuba, ils ont plus d'une trentaine de médicaments à base de plantes médicinales à Cuba qu'ils utilisent dans la médecine conventionnelle. Et évidemment, toute la grande question pour terminer, c'est comment financer de tels travaux et comment encourager ce genre de recherche-là. Ben ça, étant donné qu'on est à un forum, à un sommet international sur la finance, justement, c'est pourquoi j'ai choisi de terminer par cette question-là, comment financer la recherche sur la médecine traditionnelle en Haïti, en sachant que ça peut
l'idée ici, c'est juste de dire que présentement, on est en train de voir que en fait, on ne peut pas vraiment compter sur la communauté internationale parce que tout le monde fait face à la pire épidémie depuis peut-être 1914 avec la grippe espagnole. Les ressources vont manquer et c'est le moment de penser à tout ce qu'on peut explorer au niveau local et parmi les propositions de ce qu'on peut explorer en termes de ressources locales, et bien la médecine traditionnelle fait partie en fait, des aspects à ne pas négliger. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou ka mettre dans obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m'ta pas lâché pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mot, l'obs client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Et les économistes deviennent peut-être beaucoup plus créatifs en pleine crise. Oui. Et nous chercher des chemins, nous innover. Et l'entrepreneuriat, je pense que l'agriculture, il y a d'autres secteurs, d'autres filières. Et la recherche également au niveau de la médecine, ce serait intéressant. Avant que nous fassions commentaire sur la ligne, donc, pays qui sont votés pour nous. Merci. Merci Goro, merci Thomas. C'était très intéressant. Les économistes deviennent aussi très ferrés en santé publique. Cette crise, ce qui est un actif additionnel. Bon, écoute, moi, ce que j'aimerais dire, pour me ramener au thème central que je pense qui nous occupe aujourd'hui, quel sera l'impact de cette crise sur l'économie réelle? Est-ce que cet impact sera aussi catastrophique qu'on l'annonce ou qu'on annonce aussi l'impact sanitaire? Parce que nous sommes devant une série de mauvaises nouvelles et de préoccupations. Alors, comme d'habitude,
j'essaierai moi-même de me focus un petit peu sur qu'est-ce que je vois comme, pas seulement comme impact, mais comme opportunité aussi. Parce qu'il y en a. Et quelle est notre vision de ce que devraient faire aujourd'hui les leaders haïtiens, les principaux acteurs, y compris le gouvernement, y compris le secteur privé aussi, quand ils pensent à ce qui va se passer après. Parce qu'en fait, l'après-Covid-19, comme l'après n'importe quelle crise qu'on peut imaginer, la grande récession, nous ne ressemble jamais à ce qui se passe avant. Il y a toujours des changements. Alors, je vais commencer par dire que je me suis basé beaucoup dans ce que je fais là sur ce que les travaux du Fonds monétaire, qui ont été très intéressants. Le Fonds monétaire a fait 2 travaux sur Haïti, un qui est sorti en janvier, juste avant qu'on réalise qu'on était en crise Covid, qui est les travaux sur l'article 4, et tout de suite après qui ont été corrigés en avril par des travaux ajustés pour justifier une requête de déboursement rapide, une requête d'assistance à Haïti de 112 millions de dollars américains plus 20 millions de pardon de dette, donc 132 millions au total. Pour produire cette requête, pour la faire approuver par son conseil, le Fonds monétaire a dû faire un travail assez intéressant sur l'économie haïtienne qui nous enseigne des choses assez intéressantes. Premièrement, il va y avoir, et je crois que c'est le principal impact sur l'économie haïtienne, l'économie haïtienne avant cette crise-là, depuis un certain nombre d'années, est une économie qui vit de plus en plus de transferts. Le transfert de la diaspora. C'est-à-dire que quand on regarde, on parle du PIB, on mesure Haïti par le PIB, mais en fait, quand on regarde le PIB à la loupe, sur 8,5, à peu près 8,5 milliards de dollars américains, à peu près 2 milliards, à peu près le cinquième, est une économie relativement fermée qui autoconsomme ce qu'elle produit, qui est l'agriculture. Okay? Il y a une partie de l'agriculture qui est marchande, il y a des exportations, mais très très limitées. Mais en fait, si on retire cette partie-là et qu'on se réfère à l'économie urbaine haïtienne, c'est une économie essentiellement basée sur la consommation. La consommation à partir des flux de devises rentrant en Haïti, dont une grande partie sont les transferts de la diaspora, qui représentaient l'année dernière un transfert brut 3,3 milliards de dollars américains, pour une économie de 8 milliards de PIB. Donc, par rapport à 8 milliards de PIB, on avait 3,3 milliards de transferts rentrants. Alors, les transferts rentrants, il y a une partie qui s'en va sous forme de transfert dans notre direction. Donc, le net donne à peu près 3 milliards, 3 milliards. Ces transferts-là sont à 76% de provenance américaine. Or, aujourd'hui, les États-Unis sont le pays le plus frappé aujourd'hui en termes. Donc, sur chaque 100 $ qu'entre dans l'économie haïtienne à travers les transferts, Ouais. 76 sortis aux États-Unis. 76 $ sur 100 $ sortis aux États-Unis. Naturellement, il y a une partie substantielle qui vient de l'Amérique latine, by the way. C'est-à-dire que là, on parle de Chili, de Brésil, ça représente notre 15%. Et on va parler ensuite le Canada, qui est un gros transféreur aussi, et puis la France. La République dominicaine vient après, mais bon, un peu plus petit. Moins que 5%? Bon, on t'a dit oui, à peu près 5%. Les chiffres varient. Maintenant, ces transferts-là, de qui ça est venu? Il est venu de décisions depuis des années des Haïtiens de s'émigrer d'émigrer vers les États-Unis et vers l'Amérique latine et vers le Canada. Leur prend décision, ça, il faut nous comprendre que pour un Haïtien qui a l'autre bord, qui voyageait, en général, après un an et demi, il fait 8 fois plus que toute famille a été faite en Haïti. C'est-à-dire que si vous prenez un transfert qui vient de l'autre bord, ou supposez une hypothèse qui est assez fiable que 10% dans le corps que vous avez fait de l'autre bord, il est transféré par la famille, ou bien à peu près entre 28 à 30 milliards de PIB haïtiens générés par les Haïtiens immigrés. Ça se compare avec 11 millions d'habitants qui vivent en Haïti, a produit 8 milliards. Ou bien 30 milliards qui produisent par sa Claude Boy. Ils prennent 10% là-dedans, ils vont 3 milliards. Je schématisé. Donc, là, on regarde ça, le plus gros risque économique pour Haïti de crise, ce n'est pas vraiment une crise sanitaire haïtienne. Qui est une crise sanitaire nous fait un pile crise très effrayante. Et que je pense que une belle série d'actions qu'a faites à travers le gouvernement, à travers le privé. Je pense que peut-être n'a pas géré la crise, n'a fait le moins grave que paraît. Mais même si la crise a frappé, nous fait mourir en Haïti, la composition des morts à travers le monde de cette crise-là
frapper une couche de la population qui n'est pas productive, qui est moins productive. C'est même avec moi. C'est-à-dire que l'organe des gens qui mourent de crise, c'est des gens qui en général, naturellement, grand pile monde dans tout l'âge, mais c'est des gens qui sont âgés. Tandis que le sida, par exemple, l'organe des dégâts SIDA est fait. SIDA, et VIH, à travers, par exemple, l'Afrique, et il a frappé les jeunes. Donc, il a un impact économique plus important parce qu'il a frappé la population productive. Parce que là, il peut frapper une population qui est sur le temps. Et d'ailleurs, moi, je pense que l'impact n'est pas aussi grand. C'est le même qui a passé en Afrique. Parce que, soit vous regardez les gens qui ont plus que 65 ans en Haïti, et 5% de la population. Or, c'est dans le monde qui est en Espagne, qui représente plus de 17-18%. En Espagne, en Italie, aux États-Unis, c'est le monde qui a pourri. Donc, l'impact économique de la crise du Covid est différent de l'impact sanitaire. Et à un autre niveau, les mesures qu'on veut prendre pour lutter contre la propagation sanitaire de crise, c'est des mesures qui sont capables de faire un plus gros problème parce que la grande majorité de la population haïtienne, c'est des gens qui ont besoin de le consommer dans le marché. Qui pas capable, si on est dans la caillou, il n'y a pas de stock, il n'y a pas d'inventer des marchandises, ou capable d'une crise de famine plus grave que la crise du coronavirus. Donc pour moi-même, et me dire dans le micro déjà, que ça, probablement que c'est illusoire de penser qu'on va empêcher la majorité haïtienne de déplacer. Maintenant, on peut faire déplacer mieux, on peut faire déplacer avec plus de distance sociale, avec masque. Et je pense que c'est ça, m'entendez, de l'autorité. Mais confinement qu'on gagne en Espagne ou en Italie ou aux États-Unis, je ne vais pas venir en Haïti, ni en Afrique, ni en Inde. Donc, on peut continuer. D'ailleurs, on va très simple. Il y a un pile COP qui prend l'antenne en Haïti, nous allons parler de ça en détail tout à l'heure. Comme ça, sont l'argent qu'on peut bailler des gens, espérons-le, qui ont besoin de manger avec. Mais si on a besoin de manger avec, il faut les déplacer pour aller manger. Donc, si on dit, on ne peut pas déplacer, il ne peut pas manger. Donc, je prends l'hypothèse là que en Haïti, les gens vont recevoir de l'argent, peut-être. Ça que le recevoir comme là, il faut organiser pour le capable de manger, pour le capable de marcher, pour le consommer. On va pas parler des normes, on va pas dire laver main, on va pas dire faire attention, pas beau monde, mais il peut continuer de déplacer ou pas de confinement en Haïti. Par contre, le confinement aux États-Unis d'Amérique, il y a un gros risque pour Haïti. Parce que si vous regardez un secteur qui est touché par ça, c'est le secteur des voyages. Croisière, secteur touristique, hôtel, bar, c'est là Haïtien travaille. Soit en Floride, on voit qu'il y a un pile haïtien qui fait taxi, un pile haïtien fait, il emploie un hôtel, il emploie une plantation, tout, mais en grande majorité, on dit que Haïti a travaillé dans le secteur des services. Le fait que Haïtien ça a touché, sont gros menaces pour Haïti parce que le transfert est baisser. Bon. Alors, ma bon chiffre, sur 600 millions d'infractions de baisse prévues par le Fonds monétaire international, en importation de faits, totale d'importation haïtienne, l'année dernière, avec l'importation de ça, il y a 557 millions qui sont attribués à transfert de la diaspora. Donc, au départ, mes crises là. Crise, c'est que vous pouvez gagner 557 millions de dollars en moins si les prévisions du fonds se réalisent, qui pourraient frapper la population haïtienne qui a besoin de transfert. Et la population haïtienne qui vit de transfert, c'est 60% de familles qui vivent en Haïti. Donc voilà, premier bail que je vous l'ai dit, c'est la menace là. Pour menace ça réaliser, il faudrait que dans 6 mois que viennent là, nous avons à peu près 50 millions de dollars en moins de transfert par mois. Jusqu'à présent, je ne sais pas ça. Et vous comprenez pourquoi je ne sais pas ça? Parce que là, je compare, mais même moi, je fais partie du conseil d'administration. Plus gros entreprise qui a reçu un transfert en Haïti que les Soji Express. Qui ont membre dans 2 entreprises qui ont reçu un transfert au Sénégal, qui représentent 40% marché. La baisse des transferts sur Haïti pour le mois de mars était de 8,5%. Rapporté par la Banque centrale. La baisse pour les transferts de Western Union pour le mois d'avril était de 10%. Donc, nous pouvons connaître un chiffre que font l'État de ça. Mais même si nous la donnons, c'est là que je viens avoir sous maintenant l'autre réalité. Haïti, pour le recevoir, d'après fonds,
Il doit recevoir déjà 112 millions de fonds, 20 millions de pardon de dette, ça veut dire 20 millions d'intérêts que va besoin de dépenser. Mais Haïti va recevoir de USAID, Banque mondiale, Banque interaméricaine, 253 millions de dollars en plus. Soit ajouter 253 à 130, on dit près de 400 millions de dollars déjà que nous allons recevoir pour l'année 2020. L'on ajoute à ça qu'on y a une autre réalité que nous ne pas comprendre. L'État, pour le prix à la pompe, les prix des produits pétroliers, échangé, tu es obligé de dépenser l'année dernière, il n'y a pas longtemps, 20 millions de dollars par mois. Ça, c'est le ministre des Finances qui dit. Ça représentait 240 millions de dollars par année. Prix pétrole aux États-Unis, pas aux États-Unis, non, dans le monde, passé à cause de la crise Covid-19 là, de 60 dollars le baril, à Kounia, regardez le matin, 13 dollars. Moins de 20. 20 dollars pour le Brent, 13 dollars pour l'Ouest Texas. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que, comme que l'État a dépensé pour subventionner les produits pétroliers, les vins passent de 20 millions à 0. Donc ça veut dire qu'il va gagner, le coffre l'État, 240 millions de dollars en plus de recettes. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que l'on prend 240 millions de dollars, ça, ou ajouter là 400 milliards pour recevoir 400 millions, qu'il y a une autre réalité qui n'est pas chiffrée parfois, que même pas c'est fort pour chiffrer. Question, le tourisme, et nous disons ça dans le micro déjà, les dépenses des Haïtiens qui ont fait tourisme à l'étranger, au minimum, il faut 700 millions de dollars américains par année. Or, nous ne sommes pas qu'à voyager encore. Il y a d'autres bots déjà. Il n'y a pas qu'à rentrer. Mon bon partenaire haïtien qui a voyagé, il n'a pas voyagé encore. Ça veut dire que ça? Un individu qui passe 3 mois à voyager à l'étranger par année, qui a mangé dans un restaurant, qui a mangé côté l'IA, qui a dépensé l'hôtel, qui a dépensé l'avion, ou dit le camper en Haïti. Mais moun ça, côté le pas le dépenser. Il va le dépenser en Haïti. Au moins pour manger. Bon, faut un peu chiffrer ça. Mais déjà, l'on a ajouté simplement l'aide externe, M. par Haïti, plus la baisse de la dépense du gouvernement haïtien en pétrole, mon cher, ou joignent déjà pratiquement même cob là que baisse transfert vous avez. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que pour moi-même, si on regarde purement en termes de grande masse, Haïti peut recevoir de l'économie pétrolière, même comme que le pral perdu sous 3 postes. C'est-à-dire que le pral perdu sous transfert, le pral perdu sous exportation, le pral perdu sous tourisme, les étrangers. Mais dans l'autre sens, il pral remonter à même 800-850 millions de dollars américains de flux positifs. Ça veut dire que le pral économiser, il pral recevoir 400 millions internationaux, plus il pral économiser d'après le Fonds monétaire 446 millions. Parce que pour notre réalité dans le pétrole, là, comme je l'ai dit, je parle de baisse prix, mais il y a un autre problème. Les gens qui confinent réellement en Haïti, ce sont les gens qui travaillent dans les entreprises, les gens qui travaillent dans l'État. Les gens qui ne peuvent pas circuler du tout. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a comme impact que la facture, les quantités de produits pétroliers consommés pour mettre dans la machine pour circuler, va drastiquement chuter. Là, fini, avion pas voler, mais avions sont gros consommateurs de pétrole. L'autre met tout le ensemble, je ne pas penser que Haïti a une véritable perte importante. D'ailleurs, le Fonds monétaire lui-même estime que la baisse des réserves de change du pays va être plus ou moins celle qu'elle est déjà. Donc, moi-même, qui message que je vous ai dit de samedi là? Premièrement, à court terme, moi, pas une catastrophe économique que tout le monde a parlé. Oui, on baisse de PIB, oui, le fonds a dit 4%, par contre, côté le sortir avec lui. Même penser que le dollar n'a perdu un transfert, nous parlons bien de l'aide externe avec l'économie pétrole. Premier message. Maintenant, qui ça pour nous faire comme ça? Parce que y a un challenge qui vient arriver, c'est que si vous avez comme cap rentrer dans le pays, si vous mal dépensé, vous avez un problème. Parce que le comme transfert à rentrer, il est directement dans la poche famille. Tandis que l'autre comme cap rentrer aide externe, comme ça, il ne peut pas dépenser aussi directement
il ne va pas autant bénéficier famille que comme transfert. Donc, premier conseil d'abord l'État, et je pense que ce n'est pas nécessaire que je me parce que je remarqué, le temps des présidents, le temps des premiers ministres, que déjà prennent des dispositions pour bailler un pile comme ça, distribuer à des familles à revenus modestes. Vous voyez que vous parlez de payer professeur. Vous voyez que vous parlez de bailler une subvention à mon cap de travail de sous-traitance. Moi, on série de bails comme ça qui fait optimiste que pour le pile comme qui va le recirculer dans la zone qui va le prendre choc là. Même pas aller plus loin. On fait maintenant une perspective plus longue que la crise. Comment la crise ça va frapper le monde? Comment elle va frapper la structure économique haïtienne? Premièrement, probablement pour les 2 prochaines années, cette année, en tout cas le reste de l'année calendaire 2020, plus 2021, le monde prend en récession. Et récession ça, nous allons dominer par la crainte de retour du coronavirus. Et que même si le coronavirus s'est campé là, on a peur que le vienne en décembre. Ça veut dire ça? Ça veut dire que nous ne pouvons pas voyager. Tourisme, c'est l'industrie à travers le monde qui parle de plus gros choc. Ça veut dire que oui, s'il parle de plus gros choc, nous parlons de choc tout. Parce que les gens qui travaillent dans le tourisme dans Miami, ils ne peuvent pas travailler. Naturellement, il y a des allocations chômage, il y a des bails que l'État fait pour le redistribuer comme la Bali. Mais, choc ça, il faut nous attendre à ce que le tourisme ne pas reprendre dans des proportions aussi importantes. Donc, ça, c'est un choc négatif. Par contre, même les gens qui sont étrangers, pas venir en Haïti, les Haïtiens, pas pour commencer à voyager, je vais voyager. Ça veut dire que les Haïtiens prennent une demande de produits alimentaires plus élevée que le gagné avant la crise. D'où, nous sommes très contents de président parler hier pour le dire, le focus du gouvernement, c'est d'aider l'agriculture. Parce que pour moi-même, première opportunité économie haïtienne, c'est par les 2 côtés. Le tourisme local, puisque les gens qui ont fait tourisme à l'étranger, ils ne peuvent pas voyager. Si vous êtes capable de faire un produit touristique que vous faites dépenser comme blanc en Haïti, vous gagnez, d'accord? Parce que c'est des copes que vous avez, vous n'avez pas dépenser de l'autre bord. Vous avez dépenser dans l'hôtel ici, ou bien l'infrastructure déjà. Premier secteur, le tourisme local. Mais avec le tourisme local et avec le fait que les gens ne voyagent pas, vous avez une opportunité directe pour une augmentation assez importante de la demande de produits alimentaires en Haïti. Donc ça veut dire que votre agriculture fait face, aujourd'hui, notre agriculture de Roro, une plus grosse demande de produits que tu as avant le Covid-19. Deuxième opportunité, l'agriculture. Troisième opportunité, si vous voulez vraiment développer le tourisme local, et ça va l'aider, puis devant, si après 2-3 ans, le tourisme étranger reprend, il faut faire des investissements. Qui premier investissement, je pense que l'État peut faire? Sécurité. Sécurité pour aider 2 bagages. Sécurité pour aider des conseillers d'installation balnéaire, comme par exemple la côte des Arcadins, accueillir, intéresser plus de gens qui viennent dans l'hôtel, qui viennent dans la plage, qu'avant. Parce que si on a qui bloqué le tourisme là, c'est insécurité. Deuxièmement, Haïti a une série de produits agricoles fait dans une série de côtés, par exemple, comme pour Campéré, comme pour la Gredos, qui pas vraiment atteindre le lieu de consommation parce que les routes sont insécures. Donc, sécurité, on peut permettre que la production agricole là, peut mieux écouler à travers le pays. Donc, premier bail que nous fait, c'est dans la place du gouvernement, nous avons des gens pour améliorer le climat de sécurité du pays, particulièrement dans les zones où les biens doivent circuler. Parce que c'est bien beau de dire qu'on peut booster la production agricole, c'est nécessaire. Mais si on booste la production agricole, on va engrais, on va de l'eau, mais qu'on ne peut pas assurer que la commercialisation, en fait, déplacement de produits. On a un gaspillage. Donc, premier côté, pour capable assurer que ou booster le tourisme local là, et l'agriculture, sécurité. Deuxième côté, assainissement. Par exemple, moi, je pense que un outil pour lutter contre le coronavirus, c'est la main, pas vrai? Mais il y a un plus gros problème haïtien, c'est de l'eau. Donc, il y a un premier côté pour investir massivement aujourd'hui dans le pays, c'est l'adduction d'eau potable, c'est distribution d'eau potable. Parce que ça ne sert à rien de dire aux gens,
Oui, il faut laver mais nous tout le temps. Si c'est des lieux, on peut le faire. Pour la porter de l'eau, la caille. Donc l'assainissement, c'est l'eau potable. Mais l'assainissement veut dire aussi le drainage. Par exemple, on va lutter contre certaines maladies infectieuses. Premier côté pour lutter, c'est l'élimination des gîtes où se trouvent des moustiques. Donc, vous avez des travaux d'assainissement pour faire. Vous avez des travaux de maintenance routière pour faire. Pour permettre une série de sites qui sont très belles en Haïti. Le monde va faire un tourisme, par exemple, il va aller côté au Cap, il va aller dans toutes ces localités avoisinantes. Et ceci peut produire de l'emploi. Donc, moi-même, je pense que nous partie de COP qui parle en Haïti, il faut aller dans des travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour faire assainissement, pour améliorer les axes routiers, pour améliorer l'attrait de certains sites touristiques, parce que le tourisme local, là, pour moi-même, prend une opportunité. Je suis là pour me dire que pour moi-même, comme toute crise a chargé avec opportunité. Les charger avec opportunité me demandait vraiment que Haïtiens chita ensemble, que fassent un affaire et que côté au cas investi pour que l'après-Covid vienne plus profitable à l'économie haïtienne que avant. Je suis là. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps me prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour petit 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit déplice sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement ma jeune produit ça? Ou à venir dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes bien à la fin de la première journée, une longue journée du premier sommet virtuel de la finance, c'est la 10e édition du fois. Et nous gagnons un secteur de l'économie trop souvent qui est tendance à oublier. En général, on connaît que il y a tête, il y a pied, il y a ceinture tout. Et il faut connaître que les petites et moyennes entreprises sont fondamentales. Et même la grande économie, il dit que les petites et moyennes entreprises sont extrêmement importantes.
Et c'est ainsi que nous avons deux monde là qui attachés en pile à ce secteur ça. Wok André qui est lancé de l'Haïti, qui a occupation entrepreneurship. Gérard Joseph qui est banquier de profession, monsieur son formateur. Et les gars dans le cycle économique, il faut comprendre que comment que producteur, consommateur, financement, c'est un coup sans cap circuler en quelque sorte. Et pour une grande économie qui a développé, il faut que grande entreprise soit attachée à petites et moyennes et pour descendre en quelque sorte. Donc, monsieur, merci de nous répondre à l'invitation. C'est nous pour le faire mes journées. Wok André, on commence à plus jeune, non? Ça va, c'est Gérard. Monsieur, c'est le plus jeune. Eh bien, merci Christian, moi salue Gérard, moi salue tout le monde qui est branché et pour la suivre un sommet finance virtuelle. Ça, c'est une grande innovation, complètement à toute l'équipe là. Et je pense que le moment est très opportun pour nous réfléchir, pour nous regarder qui impact crise ça gagne sur les petites et moyennes entreprises. J'en sorti là, PME c'est pour mon économie en Québec. Ça, il va là pour Haïti, mais il va là pour quelles que soient les grandes économies que vous considérez. Vous considérez les États-Unis, vous considérez la France. Parfois, il est très facile pour penser que l'économie pays ça repose sur les grandes entreprises. Pour Apple, pour Amazon, Facebook, etc. Cependant, dans la réalité, là, aller dans la statistique, ou aller dans le chiffre, si entreprise aussi même qui supportent l'économie ça. Donc, nous sommes comprendre dans le pays d'Haïti, surtout dans un contexte que l'économie est très fragile, ou bien une crise comme crise coronavirus, nous sommes capables d'imaginer toutes les conséquences qui gagnent sur petites et moyennes entreprises. Nous allons prendre un petit exemple très simple pour illustrer comment un entrepreneur vit une situation ça. Il y a un entrepreneur qui est basé dans la petite ville dans la Lirele François La France. Monsieur c'est un mec qui sorti à Jacmel. Monsieur venu Port-au-Prince, monsieur dans le temps dès qu'on a fait cheveux. Mais monsieur est tellement bon à faire cheveux, monsieur est venu au point de créer propre entreprise. C'est une entreprise qui est le Crazy Cut, qui est basée dans Pétionville là. Et là, l'entreprise monsieur a vraiment impressionné, au senti que c'est un monde qui mettait amour dans sa affaire. Avant la crise Corona, monsieur était confirmé à 8h PM. Mais hier, mois passé, bon côté monsieur, ma frontière échange avec lui, il dit avec la crise, pour y aller fermer autour de 5h, parfois 6h PM. Donc, vous pouvez imaginer. Et l'autre aspect, c'est que monsieur n'a pas gagné le même volume client qu'on a habitué à gagner dans le temps. Comme moi-même, je suis venu là dans le sommet, je me dis, je vais dans la tête, moi, président, dans monsieur à mais imaginez, dans le contexte, à côté que il y a une pile réunion qui a fait de façon virtuelle, vous levez matin la caillou, déjà à 8h, une appel conférence Zoom, donc vous n'avez pas de nécessité pour que chaque week-end, chaque semaine, vous allez dans un barbershop mensuel. Quel entrepreneur, tout le monde a une chance de faire interaction avec eux, quand ils pris ça vraiment avec beaucoup de préoccupations. Parce que tout simplement, le fait que vous avez moins de monde qui circuler, ça fait que demande pour produits et services baissent considérablement. Et qui ça PME fait? Ils vendent produits, ils vendent services. Maintenant, là, il y a moins de monde qui circuler, il y a moins de monde qui consommer produits avec services. Ça fait que quand il y a moins l'argent qui a rentré dans le business. Et comme il y a moins l'argent qui a rentré, donc il est même obligé de prendre des décisions. Et Jean-Christophe dit pour l'entreprise qui est dans le secteur touristique, en pile d'entreprises en général qui ça fait, c'est soit ils licencient de façon catégorique, parce que si vous avez des gens qui ne font pas payer, c'est soit je vais nous dire avec l'employé ça, parfois quand on fait un travail réduit, mais on dit bon, l'employé est conscient de vivre une situation difficile. Je ne vais pas juste voir l'aller, mais je vais un centre de compensation, même qu'on a fait un travail qui peut être moitié ou un quart de travail qu'on fait avant.
Et Jean-Fritz t'a dit là, pour le secteur touristique là, mais ça arrive à la plomber de l'autre secteur. Il y a des entreprises qui ont tout simplement fermé. Mais la grande question c'est, est-ce que l'entreprise s'est fermée? Est-ce qu'il y a une filière? Il ne faut pas oublier, crise COVID-19 là, living exagéré en situation qui était déjà très compliquée pour les entreprises. 2019, c'était une année extrêmement difficile avec plusieurs séries de pays là. Ensuite, on vient gagner insécurité, kidnapping qui a ajouté sur lui. Et depuis, avec insécurité, il y a des entreprises qui ont déjà appliqué des horaires réduits. Ça fait que le contexte est vraiment difficile pour les petites, moyennes entreprises. Et vraiment, nous avons une incertitude totale parce que nous ne connaissons pas qui le coronavirus a passé. Et nous anticipons tout avec dommage que le coronavirus a fait sur l'économie. Jean-Christophe dit là, éventuellement, capable de des tensions sociales qui viennent exacerber. Et avec la tension sociale, c'est plus d'instabilité capable de gagner dans le pays. Et ça fait que vous capable d'entrer dans un cercle tout à fait pas intéressant pour l'entreprise. Maintenant, le contexte est défavorable pour un pile d'entreprise. Mais en même temps, il faut que nous disions, en dépit de tout, une crise capable toujours amener des opportunités. Nous sommes capables de voir ça sur le marché international. Il y a des grandes entreprises qui ont profité de la crise. Une entreprise comme Zoom, qui sont une plateforme qui permettent que nous soyons capables de faire des conférences en ligne. Une action Zoom au mois de décembre 2019, autour de 12 décembre, il a vendu à environ $62 américains. Et sous la date 22 avril 2020, l'action à la vente autour de $150 américains. Donc ça c'est une grande différence. Pour quelle raison? Zoom les propose un service que dans le moment de crise, en plus d'entreprises a besoin. Est-ce que ça arrive valable pour nous en Haïti tout? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont capables de profiter de la crise? La réponse est oui. Nous sommes capables de voir le volume de vendre hand sanitizer sur le marché. Nous sommes capables de voir le monde qui vend cacheté. Il y a un entrepreneur qu'on connaît, alors c'est un couturier. Dans le temps, monsieur était qu'on fait veste, il qu'on fait pantalon chemise. Monsieur René Claudie, il est sous boudon. Mais on a regardé récemment dans un reportage à Ibo Post, monsieur, pour y aller là, c'est cacheté la fabriqué. Pour qui ça? Raison très simple. Dans le contexte là, quantité de costumes qu'on mettre, il diminue. Pas d'intérêt, l'argent est en poil blanc, pour aller pour dire faire un costume pour. Parce que c'est dans le monde virtuel, oui, c'est réunion sur Zoom, sur Skype en fait. Il y a d'autres entreprises qui ont profité. Par exemple, entreprises qui ont fabriqué ou bien qui vendent alcool 70 degrés, entreprises qui vendent beaucoup. Et parfois, même on dit que en 2019, nouvelle liste par Galon Jaune, distinction personnalité de l'année. Moi, je connais, peut-être en 2021, beaucoup de prix personnalité de l'année. Parce que tout le monde passé, ouais, bon, beaucoup de parce que nous faut la remettre. Maintenant, comment une entreprise est capable de positionner? Il y a des entreprises, dépendamment de la nature, qui sont capables très difficiles pour eux. Parce que parfois, produits, services, ils demandent fortement de placer, pour nous venir acheter. Et là, ça est très compliqué pour l'entreprise pour entrer dans le monde virtuel. Mais il y a d'autres entreprises qui sont capables de profiter de crise. C'est par exemple une entreprise qui est dans le domaine fintech, qui peut être capable de faire une solution qui fait que je n'ai pas besoin d'aller là-bas pour y aller. Par exemple, moi-même, je suis associé dans une entreprise qui est le Monitors, c'est ça Monitors sans le faire. Il permet que vous soyez capable de monter sur l'ordinateur, pour monter sur le téléphone ou login, et vous êtes capable de virer l'argent de compte bancaire pour voir sur le téléphone, pour voir sur le téléphone de votre monde, que ce soit sur compte cash ou bien net cash, le net cash est fini. Donc, le fait que l'entreprise a utilisé l'espace virtuellement, donc le contexte, on est capable de dire qu'il est approprié pour eux. Maintenant, globalement, on est capable de dire que la technologie a définitivement changé de vie. Avant 2020
gagnons après 2020. Si avant, de qu'on dit, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'internet, nous sommes prêts pour la technologie, maintenant 2020 montrer que pendant qu'on fait effort pour le courant, pendant qu'on fait effort pour l'internet, mais nous ne pouvons pas arrêter pour nous dire nous sommes prêts pour la technologie. Nous sommes obligés d'embarquer. Et moi, c'est ça qui a illustré là, parce que nous avons fait un sommet finance, sommet fintech virtuel, et je suppose que un an de cela, peut-être ça va jamais passer dans la tête. Et voilà, le sommet à la déroulé normalement, intervenant à parler, on a posé des questions. Donc, maintenant, changer dans nous, en même temps, dans un pile de défis, il faut que nous adapter, il faut que nous positionner pour pouvoir profiter de l'opportunité qu'a présenté avec nous. Gérard Joseph, Gampil Claudie, Gampil super partenariat à travers le pays. Comme banquier, on connaît que l'homme met l'argent dehors, qui ça gagne, qui danger, parce que son circuit que l'économie a, l'argent circulé. Donc, soit on pense au même de position petite et moyenne entreprise, dans deux chocs, ça va permettre d'appeler l'autre. Bon, alors, on a salué tous les auditeurs en ligne, on a salué tous les internautes, et nous remercions Kessner pour le privilège qu'on a nous, pour que nous soyons capables de paraître là, pour nous répondre à certaines questions. Mais avant ça, l'état bon quand même pour que nous fassions un petit tour d'horizon de qui genre l'autre pays yo porté réponse à Covid-19 là dans la question qui concernait petites et moyennes entreprises. Par exemple, si nous allons regarder un article qui est publié dès que ça a été frappé en Europe dans le magazine Forbes du 18 mars 2020. Alors, il y a quelques informations qui concernaient l'Europe, notamment les dispositifs qui ont été mis en place par l'ensemble des gouvernements européens de façon à pouvoir apporter des réponses pour favoriser, pour soutenir l'économie nationale. Tant cette pandémie a eu des conséquences dévastatrices sur l'économie. Par exemple, là, je vais citer quelques chiffres. On prend des pays tant que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est 330 milliards de dollars US comme un plan massif de relèvement que ils mettent en place assez rapidement. Et à côté de ce plan massif, ils baillent également à chaque petite entreprise, ils mettent à disposition 25 000 livres sterling pour que soient capables de faire face à la situation que a traversée. Nous gagnons tout l'Allemagne. L'Allemagne a annoncé un plan de 500 milliards de dollars US et avec pour les entreprises, c'est une aide illimitée. Alors, ils ont même dit qu'il a fait tout effort pour contrer l'effet Covid-19 là, coûte que coûte, quel que soit le prix que ça va gagner. On a continué toujours, par exemple, l'Italie. Nous connaissons l'Italie, qui a déjà des problèmes, des difficultés, mais malgré tout, ils ont annoncé des mesures progressives et ils ont mis en place, notamment, ils ont déjà mis en place un plan d'urgence pour le système de santé et les petites et moyennes entreprises jusqu'à 25 milliards de dollars US. On apprend la France. La France parlait de 300 milliards de dollars US, d'euros que vous mettez en place, plus 45 milliards pour les petites et moyennes entreprises. Nous gagnons tout l'Espagne qui a annoncé aussi un plan historique de 200 milliards d'euros en faveur de l'économie de façon à pouvoir favoriser le relèvement de l'économie nationale. Donc, alors nous devons citer d'autres situations encore, d'autres pays, par exemple, tels que la Suède, et le Danemark, les Pays-Bas, l'Ukraine, etc. Donc c'est pour dire que l'Europe, même la communauté européenne, quand ils étaient réunis, bon, il est vrai qu'ils ont réagi un petit peu tard, mais n'empêche qu'ils étaient venus avec un plan de 1100 milliards de dollars pour soutenir les efforts des différents pays. Alors, donc, c'est quoi? Ça veut dire que tous les pays, ils prennent conscience que
Covid-19 là, c'est quelque chose de très sérieux. Et ça, le chiffre que nous avons là, c'est qui était publié dans le magazine Forbes en date du 14 mars 2020. Entre-temps, les chiffres ont ajusté pour qu'ils passent davantage à des chiffres beaucoup plus importants. Par exemple, si nous avons continué avec les États-Unis, nous connaissons les États-Unis, il y a un 4e plan massif de relèvement. Donc, et ils ont déjà mis en place plus de 350 milliards à l'intention des petites et moyennes entreprises et ils ont fait que ce métier là 484 milliards de dollars US encore pour les petites et moyennes entreprises et qui seront distribués par la Small Business Administration et en même temps aussi l'ARS, Internal Revenue Service. Donc, alors ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout pays est sensibilisé par le fait que coronavirus ça qui avec des attaques meurtrières qui détruit déjà presque plus passé 200 000 morts à travers le monde entier, avec presque, maintenant qu'on a avancé pour arriver presque 3 millions de cas et de monde qui touchés par coronavirus. Donc le monde mobilisé, que ce soit sur le plan sanitaire, mais en particulier sur le plan économique et financier, et à travers, comme mon partenaire Roch-André l'a signalé tout à l'heure, à travers notamment des dispositifs en faveur des petites et moyennes entreprises sur le plan des financements qui représentent poumon économique pour que petites et moyennes entreprises ne pas disparaître et que l'économie soit capable de continuer et survivre. Alors, maintenant, qu'en est-il ici en Haïti? Maintenant, ce matin, j'ai eu à peu près la bonne surprise et depuis hier soir, très tard, quand j'ai reçu un article que tu m'avais envoyé, et Kessner, et tout feuilleté nouvelle ça, et matin, j'étais très surpris, et puis je me dit, ouais, une bonne nouvelle, c'est le fait que le président de la République là, semblait avoir un discours dans lequel il a annoncé un plan d'urgence à l'égard de la population qui pourra toucher à peu près 1 500 000 personnes, bon, qui semblait représenter ça a été discuté déjà il y a un mois, d'après sa nouvelle liste rapportée, que des promesses que le président de la République là a fait et que maintenant la mettait à exécution pour permettre à ce que chaque monde dans la population est capable de recevoir 3 000 gourdes, même genre 3 000 gourdes, ce serait une chose intéressante, 3 000 gourdes, donc à peu près, ça va toucher à peu près 1 500 000 personnes. Et en même temps aussi, il pourra utiliser FAES qui pourra disposer d'une certaine somme également pour faire des kits alimentaires pour distribuer au sein de la population, pour que la population, parce que le président tout, il craint que une famine qui a guetté le territoire national, le pays. Donc, dispositifs ça, ce sont des mesures de soutien rapides et clairs, mais n'empêche que pour le besoin il y a des supports encore plus importants vis-à-vis des entreprises haïtiennes, notamment des entrepreneurs haïtiens et dans les petites et moyennes entreprises, et notamment grand pile qui dans le secteur informel à présent, parce que ne pas oublier bien, d'après statistiques, 76% de commerce qu'a fait dans le pays d'Haïti, c'est dans le secteur informel. Donc tout le monde il y a besoin également aussi de financement de façon à permettre que continuer l'activité, parce que emploi, d'après statistiques, d'après chiffres que vous révélez, 49% des emplois, c'est à travers l'agriculture et majeure partie de l'agriculture, c'est surtout la population haïtienne, c'est dans le secteur informel, les familles qui créent ces emplois-là. Donc, qui nourrit le pays et en même temps aussi qui embauchent un peu de monde. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gagner nécessité pour que l'autorité monétaire, économique et financière dans le pays mette en place également un dispositif massif de façon à permettre que gain des financements qui rendent disponibles pour l'économie haïtienne, rendent disponibles en particulier pour les petites et moyennes entreprises.